Et salut les ops, bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui, je vous présente une activité proche de nos entraînements les plus pointus, le Milsim. À cette occasion, je suis accueilli par le groupe Deal, une équipe en région lyonnaise, qui m'ont fait intégrer leur groupe sur une journée. Qu'est-ce que le Milsim? D'où ça vient? Qui sont ses participants? Peut-on faire le lien entre loisirs et activité pro? On parlera aussi du prix de cette pratique et évidemment, je vous réserve quelques drills. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de tirer sur la cloche pour rester connecté. Sortez vos répliques, ça va tiquer. Le terme Milsim est l'abréviation de Military Simulation. Comme son nom l'indique, il s'agit de parties d'airsoft qui s'inspirent de vraies opérations militaires, historiques ou fictives. Chaque joueur y incarne un rôle bien défini et évolue dans un scénario réaliste comportant des règles souvent restrictives comme des munitions limitées ou un déroulement précis qui obligent les participants à développer leurs réflexes, leur précision, leur maîtrise des équipements, leur coordination et leur cohésion de groupe. Le Milsim est bien plus qu'un simple jeu, c'est une immersion totale dans des scénarios réalistes qui exigent des participants une combinaison unique de compétences tactiques, physiques et de leadership. Sur la stratégie et la tactique, le Milsim met l'accent sur la planification stratégique et l'exécution tactique. Les équipes doivent coopérer, communiquer et coordonner leurs mouvements pour atteindre leurs objectifs tout en s'adaptant aux changements sur le terrain. Du côté du réalisme, les organisateurs de Milsim s'efforcent de recréer des conditions réalistes autant que possible en utilisant des terrains variés, des obstacles naturels et des simulations d'engagement avec des règles strictes de sécurité. Le Milsim n'est pas seulement un jeu, c'est aussi un défi physique et mental. Les participants doivent être prêts à parcourir de longues distances, à supporter des conditions météorologiques variées et à rester concentrés pendant de longues périodes, de quelques heures à plusieurs jours. Le succès de l'opération fictive dépend souvent de la capacité des membres de l'équipe à travailler ensemble de manière harmonieuse. La communication efficace, le soutien mutuel et la confiance sont essentiels pour surmonter les obstacles et atteindre les objectifs. Le groupe a démarré son aventure en 2011. On faisait précédemment avec mon adjoint de l'airsoft. Et en 2011, on a décidé de monter une structure d'airsoft. On est passé très rapidement dans le Milsim sur les 2 années qui ont suivi. Et depuis, on est aficionados du Milsim depuis maintenant 12-13 ans. On est un groupe qui a pour inspiration les forces spéciales françaises. Donc ça nous permet d'avoir un domaine assez large en termes de matériel et de fonctionnement. On est un groupe de 9 opérateurs qui profitons toute l'année de nos terrains et des rencontres. Le groupe dépasse l'univers de l'airsoft le samedi ou le dimanche. On se retrouve en semaine pour se retrouver, profiter ensemble de bons moments. Notre inspiration nous a permis rapidement de pouvoir nous guider en direction du coup de la tenue des forces spéciales françaises. Ça nous a permis d'avoir une vision qui nous correspondait, un mode opératoire qui se rapproche aussi de cette vision-là, pour nous permettre de pouvoir incarner pleinement la tenue qu'on essaye d'aller rechercher et d'actualiser régulièrement. L'inspiration nous permet aussi, à la différence du RINAC, de pouvoir s'éloigner à certains moments de ce qui pourrait se retrouver en vrai, parce qu'on ne fait que de l'airsoft, et de pouvoir trouver notre plaisir aussi dans des techniques qui nous sont propres et qu'on adapte en fonction du moment, de l'année, de la période. Alors actuellement, nous n'en avons pas plus, à savoir qu'on sépare vraiment le monde pro pour ceux qui seraient de vrais opérateurs avec le monde de l'airsoft. Aujourd'hui, on est affilié à la FEDGN, donc c'est la Fédération Française de Jeux de Rôle Grandeur Nature. C'est un moyen pour nous de rester dans l'univers du jeu de rôle, de l'amusement, du loisir,
à travers le roleplay qu'on souhaite faire incarner dans le monde du milsim. Mais on peut être amené à voir de vrais opérateurs qu'on croise, mais toujours dans le monde de l'airsoft. Et pour nous, c'est deux fonctionnements différents. On a ce monde de l'airsoft dans lequel on profite à travers notre groupe, et puis on a le monde civil du quotidien où on travaille, on est dans nos propres activités. Alors au niveau de l'entraînement, va y avoir une séance de footing par semaine avec le groupe. C'est aussi un moment de cohésion et ça permet de maintenir tout ce qui va être conditions physiques. Et après il y a on va dire un drill le dimanche toutes les 1 à 2 semaines de manière à travailler plutôt tout ce qui va être technique, tactique et pour rester dans la cohérence de l'inspiration justement et la bonne maîtrise des procédures dans le jeu de rôle. Alors l'airsoft en tant qu'outil, réplique d'airsoft lançant des billes de 6 mm, ça a été boudé pendant bien longtemps par l'institution militaire qui ne voulait pas forcément entendre parler car considéré comme jouet. Et on a constaté il y a quelques années maintenant, 5-6 ans, une augmentation des achats de ce genre d'objets pour permettre justement des scénarios d'opposition force contre force au niveau des différentes unités, que ce soit police, gendarmerie ou militaire. Donc voilà, déjà en tant qu'outil, c'est évident que c'est plus simple de déploiement que d'aller chercher de la simulation, du paintball qui tâche. Voilà. Donc c'est un outil et un bon outil d'entraînement. Pour moi, c'est une OP qu'on a fait il y a quelques années maintenant, qui était dans les Cévennes, une OP nommée Surge, qui avait été organisée par une équipe amie sur Paris. Une OP qui s'est déroulée sur 4 jours, avec on avait une base vie, une grande maison sur laquelle on avait notre campement et nos salles de briefing, et à partir desquelles on était déployés sur le terrain. Donc sur du terrain plutôt en forêt, pour mener différents types de missions. On avait eu de l'arrestation de personnel, de la destruction d'objectifs, de la reconnaissance de villages, voilà. Donc c'était une OP complète avec de la marche, des beaux paysages, plusieurs jours avec les copains, c'était très sympa. Alors nos objectifs au niveau de l'association, ça serait déjà d'augmenter un peu l'effectif, ça serait de passer la barre de la dizaine, afin de pouvoir avoir un minimum de personnes présentes sur chaque événement, parce qu'évidemment on a tous nos contraintes de famille et on ne peut pas tous les week-ends être disponible. Donc entre les entraînements et les différentes missions, qu'elles soient courtes ou longues, c'est compliqué, il y a un roulement qui est nécessaire. Donc voilà, c'est déjà consolider au niveau effectif l'association. Et puis c'est participer à des missions en France et à l'international. On a quelques opportunités là qui s'ouvrent à nous en 2024 sur d'autres pays, à aller rencontrer des associations qui font aussi du super jeu. Voilà. Pour moi, c'est développer et aider de plus en plus à développer les différentes spécialités qu'on a dans le groupe. Parce qu'on commence tous avec une base commune et après on a l'opportunité de pouvoir développer des spécialités dans le groupe. Alors mes objectifs au niveau du groupe, de l'association, ce serait premièrement de promouvoir bien mes marques, même que j'ai déjà pris mes marques en soi. C'est vraiment de me performer, d'y aller à fond, de m'amuser avec les autres membres du groupe et continuer dans cette lancée de toujours évoluer, partager des bons moments, que ce soit également à l'extérieur, un petit resto, petite sortie cohésion et donc être présent quoi. Imaginons un groupe de forts arrive à savoir qu'on va être sur l'événement, pourrait faire des recherches sur nous, sur les réseaux, repérer nos visages, etc. Et du coup faire une préparation qui nous serait défavorable pour nous. Donc voilà, on a fait ce choix-là pour, entre guillemets, compliquer la tâche des autres groupes qu'on pourrait avoir en face sur les différents événements. Alors, rejoindre un groupe milsim, il faut déjà le trouver. Donc après, les réseaux sociaux peuvent aider. C'est aujourd'hui plus facile qu'il y a 10 ans, parce que ça reste un milieu avec pas beaucoup d'équipes. Ensuite, il y a quand même un travail parfois physique pour atteindre le niveau qui est demandé par le groupe et pour pouvoir suivre
sur les différentes OP, parce que mine de rien, on va être amené à marcher plusieurs dizaines de kilomètres sur un week-end, donc c'est pas forcément quelque chose qui est faisable par monsieur tout le monde. Et par ailleurs, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'expérience, du coup il y a le travail technique pour maîtriser justement les procédures et pouvoir rentrer pleinement dans le jeu de rôle. Et ça fait l'objet d'une acquisition qui est progressive. Tout dépend effectivement de l'association, du groupe. Je sais que j'ai été très bien intégré dès le début. Donc j'ai découvert le Milsim du fait que je m'intéresse à l'airsoft depuis que je suis un peu plus jeune. Et un jour je me suis dit allez, on va chercher sur YouTube Milsim, et je suis tombé directement sur la vidéo de recrutement. Donc j'ai vu leur Instagram, je les ai rejoints, j'ai discuté avec eux sur Instagram, puis on m'a proposé une séance d'essai. Par la suite, ils ont un petit peu jaugé par rapport à mon niveau, mes ambitions surtout, et ça l'a fait. Donc tout dépend un petit peu de nous-mêmes. Si on est ambitieux et qu'on souhaite vraiment partir dans cette voie et qu'on s'éclate, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on est bien entouré. Beaucoup. C'est-à-dire que ça dépend un petit peu du matériel que l'on souhaite utiliser. On peut vite partir sur des gammes professionnelles, sur des gammes du produit haut de gamme. Je n'en sais pas de marque. Mais du coup, oui, on part très très vite sur du matériel très cher, fiable, ça c'est sûr, fiable, qui dure dans le temps. Donc c'est un bon investissement. Néanmoins, oui, ça peut coûter cher. Par exemple, ne serait-ce qu'un gilet, ça peut coûter 300 €. Voilà, comme celui que j'ai là. C'est toujours un peu la question qui peut amener un peu de friction avec nos conjointes. Globalement, on peut très bien débuter avec un petit budget, et c'est ce que tout le monde a fait. Par exemple, un petit budget à 1000 € et l'améliorer au fur et à mesure avec les différents rétextes qu'on va pouvoir faire sur les drills, les mises en situation, les OP, pour vraiment adapter tout son matériel en fonction de ses besoins. Et je dirais que c'est un travail de longue haleine qui se fait vraiment petit à petit pour chercher le bon matériel. Alors ça, je réponds pas parce que j'ai pas envie que ma conjointe connaisse le montant total. Cher, trop cher, mais on va quand même essayer de donner une fourchette pour un joueur qui souhaite mettre le minimum. On va dire que partir sur une base de 1000 €, ça lui permet quand même d'avoir une réplique longue, une tenue, un gilet entrée de gamme. Et puis pour des grands passionnés comme nous sommes, on va aller sur des budgets beaucoup plus hauts, voilà, 5000, 10 000 € en fonction de la quantité de matériel qu'on va acquérir, parce que la communication, les casques, les gilets, le matériel pour passer les nuits dehors, etc., ça coûte vite très cher. Pour ce drill, il nous faut 2 tireurs, 3 cibles de type IPSC, 9 plots de couleur, chacun espacés de 5 mètres. Le but est de travailler l'appui mutuel. Un tireur doit rester en position de tir pendant que son binôme court se mettre en place au prochain plot. Et on travaillera ça sur plusieurs allers-retours. Prêt ? Hop. Je bouge. Là. Prêt. Je bouge. J'en prie. Je bouge. Appuie. Je bouge. Appuie. Je bouge. Appuie.
Faut que ça appuie à l'avant là. Je dirais que l'apport du réalisme lors des mises en situation est tellement poussé que se contenter du CQB ne suffit clairement pas à être performant. Les entraînements en communication radio, au système GPS, en topographie, en renseignement de type open source et en management d'équipe est une plus-value énorme qui jouera certainement sur la réussite des opérations grandeur nature qu'offre ce milieu. Pour moi, le blind fire se pratique vraiment dans un cadre bien particulier, lorsqu'il faut par exemple faire baisser les têtes ou couvrir un membre de son équipe pour un déplacement. De là à l'employer systématiquement, non. Dans la réalité, ça use énormément de munitions et de plus, ça ne respecte pas la 4e règle de sécurité, être sûr de son objectif et de son environnement. Je finirai par dire que ça dépend beaucoup de la situation tactique en cours et de l'environnement. Sans aucun doute sur la manipulation des armes. Avec les répliques, on peut effectuer des gestes en sécurité là où certaines manipulations sont complètement interdites en stand de tir. Au-delà des armes, la pratique du milsim offre une vision tactique incontournable sur l'utilisation des communications radio, de la topographie, de la prise de renseignements et de la gestion d'une équipe Ops. Voilà les Ops, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de bonnes idées de training en solo ou en groupe. Je tiens à remercier tout particulièrement le groupe Deal pour l'accueil, le sérieux et la bonne humeur. N'hésitez pas à les suivre sur leurs différents réseaux sociaux, les liens sont en description. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain. ça monte.